Bonjour à tous et bienvenue au Printemps des Territoires. Je suis Maude Prusse et j'ai le plaisir d'animer les ateliers du quartier Habitat et Immobilier. Avant de démarrer, une information importante. Après l'atelier, nous aurons 15 minutes pour répondre à vos questions, donc je compte sur vous. En France, le secteur du bâtiment représente 44% de la consommation d'énergie et 25% des émissions de CO2. C'est donc un secteur clé pour l'atteinte des objectifs de neutralité carbone à 2050. C'est pourquoi nous sommes passés d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale, la RE 2020 ou la RE 2020. Elle est plus ambitieuse pour la filière construction car en plus d'imposer des normes en matière de performance énergétique, elle introduit des seuils d'émissions de gaz à effet de serre. Pour aborder ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Géraldine Demorgan, qui est directrice du développement et de l'aménagement de Val Touraine Habitat, office public de l'habitat du département Indre-et-Loire. Bonjour Géraldine. Bonjour Maude. Alexandre Muche, qui est designer associé de l'agence Vraiment et qui va nous parler de la maîtrise d'usage. Bonjour Alexandre. Et enfin, Doriane Dorviller, je suis sûre que je l'ai mal prononcé du coup, et qui est chargée de développement territorial à la direction régionale Centre-Val de Loire de la Banque des Territoires. Bonjour Doriane. On commence avec vous. Alors, dites-nous pourquoi la Banque des Territoires propose des offres de financement dédiées aux constructions vertes. Alors, la Banque des Territoires a vocation à soutenir l'ensemble des politiques publiques. Et aujourd'hui, on sait combien la question de l'environnement et les sujets de l'énergie sont au cœur de nos territoires. De par notre rôle en tant que financeur historique du logement social, nous avons vocation à accompagner les bailleurs sociaux et également à financer leurs projets. Et aujourd'hui, on sait qu'ils se mobilisent par rapport à ces thématiques, que ce soit l'énergie, l'environnement. Et donc, nous les accompagnons. Ce sont souvent des problématiques sur lesquelles ils sont précurseurs. Et donc, nous nous mobilisons à leur côté. Très bien. Géraldine, Val Touraine Habitat est le premier bailleur social de la région Centre-Val de Loire, avec près de 24 000 logements sociaux. Et vous avez récemment expérimenté un projet de construction verte, un projet ambitieux qui a démarré avant la RE 2020. Comment avez-vous procédé ? Alors Maude, je vais vous donner des éléments de contexte pour vous expliquer notre démarche. Nous sommes sur la deuxième ville du département d'Indre-et-Loire en termes de population. Nous sommes sur un projet en rue. Nous sommes sur la commune de Joué-les-Tours, dans le quartier de la Rabière. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut que je vous dise aussi à quel stade on en est concernant l'opération. Nous allons livrer l'opération deuxième trimestre 2023 et nous allons démolir derrière 36 logements qui sont répartis dans plusieurs bâtiments. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est une opération à tiroir de reconstruction. Pourquoi ? Parce que nous avons fait initialement une enquête sociale et nous nous sommes aperçus que nos locataires souhaitaient rester dans le quartier. Donc, pour des questions qui leur sont propres, mais essentiellement pour le lien familial, les liens aussi amicaux, parce que aussi il y a un tissu associatif fort et par habitude. Du coup, ce projet est devenu un projet multifacette pour répondre à la dimension sociale des habitants, mais pour répondre aussi à la politique patrimoniale du bailleur social et de la ville pour des logements plus performants. Et enfin, pour aussi répondre au vieillissement de la population, puisque 30% de nos locataires ont plus de 60 ans et souhaitent rester chez eux. Très bien. Donc, l'écoute des locataires est clé et on y reviendra en détail dans un instant. Donc, pour ce projet, qu'a permis cette écoute ? En gros, quel compromis pour quels avantages ? Alors, vous avez raison, il y a des compromis qui ont été faits avant. Dans les bâtiments qui vont être démolis, on avait essentiellement du T4 et T5 pour 60%. D'accord. Et puis aujourd'hui, dans le cadre de la reconstruction, on va avoir essentiellement du T2 et T3. Donc, des logements plus petits ? Des logements plus petits. Oui, la tendance, elle s'est
inversée, on va dire, et donc du coup il y a des contreparties parce que les logements sont plus petits. Donc en fait, les logements vont être plus performants énergétiquement. Il va y avoir plusieurs espaces communs, dont une salle commune où va être proposé notamment aux personnes âgées des activités. Il va y avoir aussi un appartement qui est commun, qui va permettre aussi aux familles de venir. En toiture de l'immeuble, nous réalisons aussi un jardin partagé. Génial, très Donc, beau projet. L'écoute des habitants a permis d'identifier les besoins et de faciliter excusez-moi, c'est normal, c'est un peu d'émotion, pourtant que je connais l'opération, oui. Faciliter l'adhésion pour le relogement. Voilà. Parfait. Donc, à ce que je vois, vous avez été exigeant, très exigeant quant à l'écoute des besoins des locataires et ça a été payant. Vous avez eu la même exigence pour la performance du bâtiment. La RE 2020 allait arriver. Vous avez anticipé et fait le choix d'une construction verte, un projet et un chantier test en quelque sorte. Comment vous l'avez mis en œuvre ? Alors, on était très à l'aise concernant la RT 2012, -10, -20. On avait quelques expériences avec des bâtiments où on avait mis des matériaux biosourcés. Mais on voulait impérativement se préparer à la nouvelle réglementation RE 2020. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur ce projet ? En fait, on a lancé une consultation de maîtrise d'œuvre. À l'intérieur du cahier des charges, on a été exigeant. On a souhaité un label E+, C-, avec un niveau de performance E3, C1. Pardon. Pour rappel, le label E+, C-, est la préfiguration de la RE 2020. D'accord. En d'autres termes, il mesure la performance énergétique, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est une première expérience pour nous, pour construire mieux demain. Et c'est important, on le sait. Voilà. Donc en fait, l'équipe qui a été retenue, c'est un cabinet d'architectes qui est composé de bureaux d'études thermiques, structures, mais aussi économes. Et puis nous sommes allés chercher un autre label qui est le bâtiment énergie-environnement. Parce que la labellisation est accompagnée par un AMO, c'est un assistant de maîtrise d'ouvrage pour le B2+. Voilà. D'accord, très clair. Merci beaucoup. Donc en fait, une équipe qui est technique, qui est aguerrie, avec laquelle vous êtes allé au-delà de la réglementation en vigueur, la fameuse RT 2012 dont vous nous avez parlé. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Ça se traduit comment ? Alors ça veut dire, c'est un bâtiment en R+5. Il va avoir une ossature bois à partir du R+1. D'accord. Après, derrière aussi, on a isolé avec de la laine minérale. On isole aussi par l'extérieur. Plancher et structure poteau-poutre en béton. On a l'intégralité des toitures qui est en panneaux photovoltaïques qui permet d'assurer une autoconsommation concernant les parties communes. Très bien. Et puis, nous avons aussi le chauffage urbain. On a pu se raccorder. Plus de 50% est en biomasse. Donc, en fait, le projet a été monté même au-delà de la labellisation E+, C-, puisque le chantier est un chantier, on va dire, propre avec sa gestion. On a mis aussi en place des noues paysagères, c'est-à-dire que les eaux pluviales sont infiltrées dans la terre avant d'être rejetées, ce qui permet aussi de temporiser avant renvoi dans le réseau. Voilà. Eh bien, donc c'est donc une démarche environnementale globale. Oui, c'est ça. Bravo. Et avec ce projet, du coup, vous bénéficiez d'un retour d'expérience sur la construction verte. Quel enseignement vous pouvez nous partager aujourd'hui ? Alors oui, il y a plusieurs enseignements. Déjà, quand on construit
en biosourcé, il faut impérativement qu'il y ait la filière qui soit là, les entreprises sur le territoire de la région. Après, derrière, c'est le calcul des ACV. Les ACV. Oui. Alors là, expliquez-moi. L'analyse de quoi? L'analyse du cycle de vie. Très bien. Donc, ça nécessite que dès la conception du bâtiment, il faut impérativement définir les matériaux, la quantité. Donc, en fait, c'est vraiment les prémices de la RE 2020. Aussi, à l'époque, on avait peu de FDES. Donc, qu'est-ce donc ce charabia? C'est les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Très bien. Vous voyez, en mai, on en avait 2500 et puis aujourd'hui, on en a 5000. En fait, il faut se dire que les produits qui ont été proposés pour la plupart avaient un poids carbone par défaut, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de fiche. Donc, résultat des courses, le bâtiment, sur le papier, il est moins performant qu'en réalité. Donc, voilà. Donc, on ira vers le mieux, forcément. On ira forcément vers le mieux. Très bien. Et du côté des bénéfices, parce que j'imagine qu'il y a aussi là, on a vu ce à quoi il fallait faire attention et être vigilant. Du côté des bénéfices, avoir mené un tel projet avant la RE 2020. Alors déjà, c'est l'anticipation de la RE 2020 qui est intervenue en début d'année pour toute la partie logement. Et puis, c'est surtout la culturation des collaborateurs, puisqu'il faut quand même se former. Après, c'est aussi un chantier innovant. C'est aussi une façon de travailler qui est différente, qui est d'actualité, où aussi on peut communiquer. Donc ça a des retombées aussi pour Val Thorens Habitat au niveau, on va dire, du département, régional et peut-être national. Voilà. Donc gagnant-gagnant, c'est-à-dire à la fois pour les collaborateurs parce qu'on gagne en compétences, on valorise son parcours professionnel et pour vous, pour l'Office, des retombées médiatiques en termes de communication, c'est toujours très intéressant. Une question importante quand même, comment financer un tel projet? Et j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est plus onéreux au final que les projets classiques? Alors, je vais vous répondre tout de suite. Oui, forcément. Mais pourquoi? Alors, les loyers sont identiques, mais les logements sont plus petits. Oui. Bon, en contrepartie, les charges de nos locataires devraient être réduites, donc sur les parties communes, mais aussi dans leur logement. Après, c'est 7 millions d'euros pour 42 logements neufs, avec 70% de prêts, 10% de subventions et 20% de fonds propres pour Val Thorens Habitat. Très clair. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, un logement coûte 146 € à réaliser. Et là, on est déjà à 168 000 € par logement. Donc, c'est bien plus cher. C'est bien plus cher. Doriane, forcément, je vais avoir une question pour vous. Quelle offre de financement pour accompagner les territoires dans leur construction verte? En fait, quels sont les leviers pour arriver à financer de tels projets? Donc, on l'a dit et on le répète, la Banque des Territoires se mobilise pour ses clients bailleurs sociaux. Notre but, c'est de les accompagner dans leur transition énergétique et environnementale. Et on sait que le coût représente un frein majeur à l'amorçage de ces opérations vertes et vertueuses. Et donc notre but, c'est d'accompagner cet amorçage, ces opérations qui veulent faire plus que la réglementation, qui veulent être exemplaires et déclencher quelque chose. Donc si on regarde le plan de financement pour cette opération, donc on l'a vu, il y a l'intervention d'un certain nombre d'acteurs. On va avoir l'État par l'intermédiaire de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, étant donné la localisation de l'opération. On a bien évidemment au premier plan le bailleur social qui va faire un effort quand même massif d'apport de fonds propres. On a ensuite la collectivité avec la participation de Tours Métropole et Action Logement. Pour ce qui est de la part de la Banque des Territoires, nous on intervient donc en financement en tant que prêteur. Ici pour cette opération, on est à un peu plus de, environ, on va dire 61% du plan de financement. Et quand on regarde le plan de financement et les prêts qui sont alloués, on va regarder deux choses. Il y a tout d'abord le prêt foncier
sur lequel nous avons proposé une durée d'amortissement de 60 ans. Donc on est un peu au-dessus de ce qu'on propose habituellement. C'est ce qui va permettre d'étaler un peu plus la charge de la dette. Et ensuite, la deuxième partie, c'est ce fameux E+C-. En fait, cette offre, elle avait été mise en place en 2017 et le but, c'était, comme je l'ai dit, d'accompagner les opérations qui se voulaient plus vertueuses, qui voulaient aller au-delà de la réglementation déjà en vigueur. Donc, on a vu, Val Thorens Habitat voulait anticiper déjà la réglementation et les prémices de la RE 2020. Donc là, l'idée, c'était d'accompagner cette opération vertueuse en proposant une baisse de marge. En fait, derrière le plus et moins, on va retrouver nos prêts sur agrément, du plus et du PLAI, étant donné la typologie des logements construits. Mais comme les logements bénéficiaient d'un label E+C-, on a réalisé une baisse de marge. Et cette baisse de marge va permettre à Val Thorens Habitat de bénéficier en fait, d'un équivalent subvention. Ici, c'était à hauteur de 207 000 €, soit près de 5 000 € par logement. Donc ça, c'était pour la réglementation qui était en vigueur à ce moment-là, donc cette E+C-. Et aujourd'hui, donc la nouvelle réglementation qui s'impose, c'est la RE 2020, depuis le 1er janvier 2022. Et donc l'offre de la Banque des Territoires continue d'évoluer, toujours dans cette logique d'accompagnement et d'adaptation pour répondre aux besoins de nos clients bailleurs. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle offre qui est mise à disposition pour tout ce qui va être les constructions vertes. C'est un prêt de haut de bilan, donc on dit PHB2 construction verte, qui est actuellement en cours de distribution sur notre site. C'est-à-dire que la distribution se fait par l'intermédiaire d'un appel à manifestation d'intérêt. Nos clients bailleurs peuvent donc déposer des dossiers directement en ligne et bénéficieront d'une enveloppe. Les dossiers qui sont éligibles, ce sont ceux qui vont préfigurer à nouveau en fait, la réglementation aujourd'hui et qui vont atteindre dès à présent les objectifs fixés par la RE 2020 en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est les objectifs de 2025. Donc voilà, donc une offre qui est en construction permanente. On a d'autres solutions, notamment des crédits d'ingénierie pour accompagner la stratégie bas carbone de nos bailleurs. Et également, des réflexions sont en cours pour une offre un peu plus pérenne en matière de construction verte. Et bien évidemment, les réponses à l'appel à manifestation d'intérêt nous permettront d'étayer notre positionnement. Très clair, donc de nombreuses possibilités. Merci pour ce partage d'expérience, un projet parfaitement mené qui contribue aux économies d'énergie et à la réduction de l'empreinte carbone du territoire. Vous l'avez évoqué en ouverture d'ateliers, impliquer et écouter les locataires, c'est essentiel. Et donc, naturellement, Alexandre, la maîtrise d'usage, c'est votre sujet. Expliquez-nous en quoi cela consiste, ce que fait votre agence. Alors vraiment, c'est une agence de design d'intérêt général. Du coup, plus largement que ces questions d'habitat, on travaille sur tout un tas de questions de politique publique et surtout de la façon dont les usagers sont impliqués et on facilite les parcours, on les inclut mieux dans la façon d'utiliser ça. Je dis ça parce que c'est assez important et on reviendra sur les questions d'habitat, mais on accompagne les départements sur des questions de maintien à domicile, on accompagne les villes et les métropoles sur des questions de politique jeunesse, tout un tas de choses au fond qui gravitent autour du métier de bailleur et qui font que quand on interviendra, et j'en parlais tout à l'heure, viennent aussi avec une vraie intelligence, au-delà de la performance, j'ai envie de dire, thermique du bâtiment, de comment est-ce qu'on en fait un vrai lieu d'inclusivité, un vrai lieu à vivre et à habiter. Et du coup, vraiment amène sur ces questions de rénovation thermique une logique de maîtrise d'usage qui, au fond, consiste... Alors, on pourrait dire, au fond, est-ce que c'est un renouveau de la participation ou est-ce que c'est juste un autre mot valise pour mettre participation? J'ai envie de dire, c'est une façon d'inclure l'usager dans la gouvernance du projet, en gros pour dire maîtrise d'usage, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, et au fond de peut-être ce qui avait péché dans tout un tas de méthodes participatives qui n'arrivaient pas à inclure un peu structurellement dans la construction du projet cette question de l'usage. Je pense que c'est ça ce qu'apporte la maîtrise d'usage, c'est au fond une place à une table de gouvernance sur comment est-ce qu'on rénove, comment est-ce qu'on repense ces bâtis. Très clair. C'est une expertise que vous avez déployée pour la rénovation de la résidence Alphonse Karr à Paris. Il s'agit de construire avec, vous venez de nous le dire, avec toutes les parties prenantes de la résidence. Alors, concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne? Alors, du coup, Alphonse Karr, je vous invite. C'est pas très loin d'ici, mais du coup, faut imaginer une cité brique rouge. Hein, ça a été un des modèles assez longtemps dans l'habitat social. Mais effectivement, il y a un enjeu à repenser tout un tas de services dedans. Et c'est globalement le propos. C'est qu'au fond, vu les budgets engagés sur la rénovation thermique, et on parle instantanément de dizaines et plus souvent de centaines de milliers d'euros. Au fond, il y a quelque chose à réinventer qui va au-delà de
comment chauffer son logement. Nous, on dit, au fond, vu les montants engagés et vu la durée qu'on souhaite à ces logements, on l'espère, 50 ans, 100 ans, quasiment sur les logements sur lesquels on intervient, au fond, repensons de fond en comble des programmes, des façons de cohabiter dans ces espaces, comment est-ce qu'on définit ces espaces communs, et là-dessus, il faut travailler avec tout un écosystème d'acteurs. Le premier, au-delà de la question des habitants, c'est par exemple les gardiens. Alors c'est un métier qui bouge énormément chez les bailleurs sociaux, mais on sait que c'est un métier dans lequel il y a eu énormément de tâches très informelles sur la question du vivre ensemble, sur la question du voisinage, sur lequel il faut un peu repenser c'est quoi cette fiche de poste. Et nous, on pense que c'est peut-être un peu ce qui manque dans ces projets de rénovation, c'est que ça doit inclure tout un tas de métiers sur les médiations sociales, sur les politiques jeunesse, sur qu'est-ce que fait ce gardien dans ces bâtis-là, parce qu'on pense que c'est la condition avec laquelle on va vraiment changer l'usage de ces espaces et l'usage de ces espaces communs qui représentent des parties importantes de ces nouveaux bâtis. Très clair. Et dans la méthode, concrètement, vous êtes allé visiter les immeubles, vous avez rencontré les bâtiments. Comment vous avez travaillé avec eux? Alors l'ambition un peu avec Paris Habitat qui est assez intéressante, c'est qu'on leur a proposé, c'était au début, je pense que c'est l'occasion de ce premier projet, on en a plusieurs avec eux, c'est qu'on a fait le diagnostic social qui consiste concrètement à rencontrer les 500 habitants. Et ça a été un socle extrêmement performant. Alors, c'est un coût, mais c'est un coût qui est assez souvent fait, d'aller rencontrer personne par personne, quelle est sa trajectoire résidentielle, quelles sont ses volontés de rester ou de ne pas rester dans le quartier. Et ça, évidemment, ça a été un socle extrêmement puissant sur la résidence. Ça veut dire qu'à la fin, on connaît tout le monde quand on rentre dans la résidence. Et à partir de ça, il y a tout un tas d'ateliers. On a pris un ancien local en rez-de-chaussée, un ancien commerce qui ne marchait plus. On a fait une maison du projet, mais j'ai envie de dire c'est plus qu'une maison du projet au sens il y a la maquette du futur projet architectural. C'est un vrai lieu dans lequel les gens passent, posent des questions. Ces gens qui sont très inquiets, la question de la rénovation, oui, évidemment, on leur promet une réduction de facture à la fin du mois. En vrai, ils sont très inquiets. Combien de temps ça va prendre? Pendant combien d'années l'opération tiroir va durer? Et au fond, il y a tout un aspect de médiation qui fait qu'une fois que la confiance est là, et ben là, on peut commencer à mettre des hypothèses très intéressantes. Comment est-ce qu'on repense des espaces communs? Comment est-ce qu'on mutualise certaines choses? Comment est-ce qu'on accepte peut-être de perdre certains mètres carrés sur certains espaces pour en regagner et en mutualiser avec d'autres? Et tout un tas de sujets, j'ai envie de dire, c'est peut-être le problème de la rénovation thermique, on pense que c'est un sujet éminemment technique, au sens kilowattheure par mètre carré, et au fond, c'est beaucoup des questions d'usage. Où est-ce que je vais vivre dans mon appart? Est-ce que je vais vivre sur la façade sud de ce logement-là? Et au fond, on pense qu'on a vraiment besoin de parler dans un espace dans lequel la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, je leur dis, sont là et on négocie. C'est une table des négociations. Et nous, ça nous paraît la condition un peu sine qua non, un peu d'un projet qui inclut réellement l'usager et qui est vertueux à la fin. Très clair. Un vrai rôle de médiateur, en fait. Et du coup... Dans ce projet de co-construction, pour bien comprendre comment les choses se mettent en œuvre, est-ce que vous avez un exemple très concret à nous partager sur lequel vous avez partagé avec les habitants Par exemple, un des sujets, c'est les questions de stationnement vélo. Alors, le local vélo, ça fait un peu rigoler. En fait, ce n'est pas un petit sujet. Si vous regardez un peu, notamment à Paris, on s'est rendu compte que c'est des populations avec déjà une part de motorisation très faible. Très peu de gens ont une voiture dans ces résidences-là. Alors, on est dans le Paris intramuros. Mais c'est des jeux qui sont très liés, qui ont très peu de part modale liée au vélo. Et j'ai envie de dire un peu bêtement, naïvement, on dit on ne comprend pas trop pourquoi est-ce que ça l'utilise. La réponse elle est un peu simple et on nous l'a dit, redit plein de fois, c'est mais où est-ce que je gare mon vélo le soir? Non, je ne le gare pas dans la rue. À Paris, on se le fait tirer instantanément. Les locaux vélos, ça fait 50 ans que les portes ont été forcées. Et de manière générale, quand on vit déjà dans un 50 ou un 60 mètres carrés, non, on ne va pas monter les 3 vélos au 4e étage. Et du coup, la question des locaux vélos, est-ce qu'on les mutualise à l'échelle de la cage d'escalier? Est-ce qu'on les partage et on met un haut niveau de service, des outils de réparation, des ateliers peut-être de réparation certains jours du mois? Ça, c'est des choses qui nous semblent qu'il faut régler en amont pour revoir effectivement des pièces assez structurantes, notamment parce que c'est les rez-de-chaussée qui sont très requalifiés en ce moment, et dans lequel on fait bouger effectivement beaucoup de la programmation, avec des enjeux assez ambitieux de dire on a un haut niveau de service sur du stationnement vélo, qui permet effectivement après une partie de population de regagner réellement en mobilité, etc. Effectivement, c'est intéressant. Par contre, du coup, il faut anticiper. Donc, ce que j'ai envie de me dire, c'est que la maîtrise du sage, c'est bien, mais ça prend plus de temps, donc ça doit ralentir les travaux. Alors,
La récompense en théorie, ça rajoute un peu de temps. En vrai, si on regarde un peu le calendrier de Gantt de ce type de projet, on se tuile beaucoup, soit sur des bouts de programmation si on vient en amont. Alphonse Karr, c'est un projet dans lequel on est dans le groupement de maîtrise d'œuvre avec une compétence d'assistance à maîtrise d'usage. Du coup, on se tuile beaucoup quand même sur les phases architecturales. Ça demande notamment qu'on intervienne en groupement avec une vraie coopération au fil de l'eau avec les groupements de maîtrise d'œuvre. J'ai envie de dire, ça rajoute certains temps à certains endroits. Dans les faits, et ce qu'on aperçoit, c'est qu'au fond, on voit à quel point des projets qui excluent les habitants du projet de rénovation peuvent après prendre du retard. On le voit sur certains projets, il y a certains bailleurs qui mettent en vote les rénovations. S'il y a blocage là-dessus, on prend 5 ans dans le projet. S'il y a des gros recours qui sont liés à des problèmes de voisinage qui ne sont pas abordés en maîtrise d'usage, pareil, le projet, du coup, j'ai envie de dire, c'est un peu de temps perdu. J'ai envie de dire quelques mois qu'il ne faut pas oublier de rajouter un peu en amont, notamment des avant-projets sommaires et des esquisses où les choses bougent beaucoup. Dans les faits, on se rend compte, on le voit bien avec Paris Habitat, que c'est aussi du temps gagné après à des endroits où les projets ont l'habitude de ralentir par rapport au calendrier théorique de livraison. Très bien, que des avantages si on vous écoute. Et du coup, la question du coût, comment on budgète la maîtrise d'usage dans un projet de rénovation? C'est assez difficile, mais nous, on aime bien sur l'idée du 1%, 1% coût travaux, parce que, au fond, qu'est-ce que ça recouvre? Ça recouvre un temps d'intervention de notre part, et notamment une présence assez forte. J'ai dit rencontrer au début les 500 logements, être très présent sur le terrain. Et ça recouvre aussi ce que nous, on appelle un peu prototypage. Au fond, dans 1%, ce qui est bien, c'est qu'on se donne un vrai droit à l'erreur, à tester des hypothèses programmatiques qui seront ou pas produits. Typiquement, je parlais tout à l'heure du local vélo, de son nouveau fonctionnement. Est-ce que le gardien y a un rôle? Est-ce que c'est le gardien qui a les clés? Ça, c'est des choses qu'on arrive à tester dans le bâti actuel, avant même la rénovation, pour voir comment est-ce qu'on les dimensionne, quelle place on leur donne, quel système de sécurisation et quelle gouvernance on donne à ces espaces-là. Et du coup, ça redonne un peu, j'ai l'impression, ce qui manquait à beaucoup de projets immobiliers. C'est qu'au fond, les montants sont tellement importants, l'unité de mesure du projet immobilier, c'est le million d'euros, qu'on ne se donne plus le droit à l'erreur. Et au fond, les programmes restent extrêmement classiques et coûteux d'une certaine manière. Et nous, ce qu'on dit, c'est 1% de droit à l'erreur. C'est de manière générale ce qui permet d'aller sur des projets très performants en termes d'usage, qui peuvent aussi d'optimiser et améliorer les budgets, notamment sur les questions des espaces communs. On pense qu'on peut vraiment les régler. Du coup, c'est souvent 1% en plus, mais qui nous paraît être le droit à l'erreur qui après permet de faire des projets et des programmes extrêmement innovants. Parfait, merci beaucoup. Donc avec la maîtrise d'usage et le retour d'expérience de Val Touraine Habitat sur la construction verte, vous avez toutes les clés pour vous lancer. Donc c'est à vous maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez en savoir plus sur certains sujets? Moi, je vais poser une question par rapport plutôt, nous, effectivement, en province. Moi, je suis en Touraine. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les sujets un peu de chambres partagées ou de mètres carrés partagés, tels qu'ils soient. Ça peut être des cuisines, des chambres, etc. Et je sais que de plus en plus, dans les programmes d'investissement, il y a ce type de nouveaux usages partagés. Donc je voulais savoir si, notamment à Paris ou peut-être dans des grandes métropoles, est-ce que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est développé, qui fonctionne, où il y a une appétence de la part des locataires? Parce que à Tours, effectivement, on voit que voilà, on amorce en fait ce type de nouvelles programmations, mais je voulais un peu avoir votre avis là-dessus. Alors sur Alphonse Karr, on a des locaux assez communs, mais on essaie de les améliorer. Le local vélo, j'en ai parlé, et puis il y a tout de sujets qui ne sont pas anecdotiques. Le local poubelle, ça fait rire, mais c'est le nerf de la guerre dans la question d'un usage vertueux. Et sur Alphonse Karr, on a plutôt une mission d'amélioration de ces espaces-là. On a d'autres missions avec Paris Habitat, notamment parce qu'il y a de la mixité avec du logement étudiant qui arrive, sur lequel il y a des grosses hypothèses d'espaces communs qui sont mutualisés entre les résidences étudiantes et les habitants. Du coup, des mètres carrés en plus. Mais là où, et on le voit là, notamment sur ce projet où il y a des étudiants qui arrivent, la plus-value de la maîtrise d'usage, c'est qu'assez souvent, au niveau programmatique, au début, il y a des très fortes intentions de mise en commun d'espace. Ah, ça va être génial, on va partager une cuisine entre des étudiants et une résidence sociale plutôt de personnes âgées.
Et en fait, au moment où on rentre dans le projet de qui va le gérer, qui va nettoyer la cuisine, si on revient sur le sujet de cuisine à la fin de la journée, en fait, c'est des choses qui ont tendance à disparaître après la phase programmatique parce qu'on se rend compte qu'on a très peur de qui va le gérer. Est-ce que c'est une énième ligne qu'on va rajouter à la fiche de poste du gardien? Et du coup, nous, on a justement des ateliers où on essaie de travailler à fond. Quelles seront les règles de gouvernance? Qui va gérer? Qui va s'occuper? Qui va avoir chez qui je peux aller voir? Chez qui je vais pour aller voir les clés pour ouvrir cet espace commun. Et ça, on essaie de vraiment le régler pour que ce ne soit pas des belles intentions qui disparaissent au fil du projet, tel qu'on le voit un peu trop à notre goût. Et du coup, effectivement, pour nous, les espaces communs, c'est une grande colloque. Et assez souvent, si on n'a pas posé les règles de qui nettoie l'évier à la fin de la journée, à la fin, chacun repart dans son appart. Du coup, voilà, non, typiquement, les espaces communs, c'est un des vrais sujets. Alphonse Carr, on ne muscle pas les espaces communs, mais il y a d'autres programmes chez Paris Habitat, chez lesquels on est vraiment dans une logique de rajouter des mètres carrés communs, y compris dans une forme de performance, de dire au fond, c'est un mètre carré qui a plus d'usage chaque jour, et c'est une forme de performance énergétique. Et du coup, là-dessus, on pense qu'il faut vraiment embarquer les usagers pour voir l'énergie qu'ils sont prêts à investir dans ces espaces communs, quels sont leurs niveaux d'usage au quotidien qu'ils auraient de cette cuisine ou de cet espace, pour bien le dimensionner et bien le positionner dans le projet. Oui, il y a une question, je crois. Bonjour, Francis Duflot, je suis fondateur d'une société coopérative d'intérêt collectif baptisée Planète Aroma. Et notre objectif, c'est de faire de l'exode urbain. Donc la problématique, vous la situez très bien, c'est que ce n'est pas forcément lié à la technique de l'habitat. Et que là, si on regarde en termes d'approche d'usage, c'est plus ramener des activités économiques, y compris intangibles, en proximité, et voir effectivement à ce moment-là comment fédérer les habitants autour de ces activités. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir intervenir là-dessus ? C'est un vaste sujet, alors que nous, on approche beaucoup sur la question qui n'a pas été évidente ou qui bouge beaucoup en termes programmatiques, qui est un peu d'une logique de raid de ville, notamment sur tous les locaux en pied d'immeuble, sur lesquels il y a plein d'opérations ratées, où on ne trouve pas de locataires, où les coques commerciales... où les coques commerciales ne correspondent pas à des besoins. Enfin, on a des sujets vacances sur une partie de ces logements sociaux et sur lesquels nous, on essaie de beaucoup travailler à une programmation un peu intelligente des activités qu'on peut avoir en rez-de-chaussée. Et pas que commerciales. Je pense que la question dont il y a beaucoup de tissus associatifs qui vivent et qui sont assez puissants sur ces quartiers. Comment est-ce qu'on leur redonne des locaux où ils font vraiment vitrine, où ils activent vraiment le quartier qui est autour? Pour nous, c'est extrêmement important d'avoir cette notion de vie de quartier, d'emploi pour certains, parce que dans certains de ces projets, il y a une vraie logique d'insertion dans lequel on peut relancer une machine à l'emploi. Et du coup, non, il y a effectivement un vrai enjeu là-dessus. Effectivement, nous, avec une approche, on essaie de... parce que de temps en temps, c'est assez mal vécu la question de conflit d'usage entre un commerce, un café en rez-de-chaussée et ce qui se passe au-dessus. Alors si on a une logique un peu raid-ville de dire au fond ce qui fait votre rez-de-chaussée, c'est ça qui va activer vos cours, c'est ça qui va réactiver la rue qui était peut-être un peu morte. Au fond, on sent que c'est un des axes de projet qui nécessite de bien bosser avec les collectivités parce que qui dit raid-ville dit comment on se travaille sur l'espace public autour. Mais voilà, on a une approche sur ce sujet-là qui est liée sur la reprogrammation des raids-villes. D'autres questions? Non? Très bien. Merci à tous. Merci pour votre attention et je vous souhaite une très belle fin de journée.